Soir. Michel Leroyer. Présent. Sylvie Erard. Olivier Breuil. Présent. Véronique Clémenté. Présent. Guy Midi. Présent. Christine Gervais a donné le pouvoir à Roland Fouché. Roland Fouché. Présent. Joël Tanguy. Présent. Sylvie Sallier. Présent. Sylvain Mauduit. Présent. Rémi Ducharrier. Présent. Yves Salard. Présent. Joël Chapelle. Présent. Daniel Berthelot. Présent. Thierry Cru. Présent. Isabelle Lunet a donné le pouvoir à Michel Leroyer. Alexis Aubin. Présent. Nathalie Géraud. Présent. Marjolaine Bourriot. Présent. Pascal Antoine a donné le pouvoir à Guy Midi. Stéphane Bachelet. Présent. Anne Rouleau-Collin a donné le pouvoir à Joël Tanguy. Anthony Bureau. Présent. Audrey Lamotte a donné le pouvoir à Olivier Breuil. Angélique Belfort a donné le pouvoir à Olivier Breuil. Yvon Frémont. Présent. Claude Royer. Jackie Clément. Présent. José Collado. David Chopin. Présent. Antigone Jean Calaz. Linda Carino a donné le pouvoir à José Collado. Stéphane Andrieux. Présent. Merci. Avant de commencer. Sur l'appel, il y a M. Breuil qui a deux pouvoirs. Est-ce que c'est légal? Oui. Je ne sais pas comment. Oui, c'est deux pouvoirs. Si c'est pas légal, je peux le faire. C'est plus possible. Voilà. Donc il y a le deuxième pouvoir qui n'est pas bon. D'accord. Merci. C'est une suite du Covid, hein, tout ça. Bien, avant de commencer notre ordre du jour, je voudrais lire un communiqué. Le tribunal administratif, par décision en date du 3 février 2023, a rejeté notre recours déposé contre la décision de Madame la Préfète du 7 octobre 2020 de stopper notre demande de retrait de Ferragno au motif qu'il manquait un habitant. Pourtant, M. Westdoué a indiqué début janvier dans la presse que sortir un chiffre à l'individu près n'a pas grand sens. Le président de Ferragno avait d'ailleurs décidé de défendre devant le tribunal la position de Madame la Préfète, montrant ainsi qu'il ne veut surtout pas que la Ferté-Massé sorte de Ferragno, contrairement à ce qu'il avait annoncé. Dans la presse en 2020, je cite « Je ne peux pas faire obstacle à la sortie de la Ferté-Massé de Ferragno ». Nous sommes naturellement déçus de cette décision, mais surtout par le manque d'argumentaire dans le jugement. Le tribunal nous dit, sans aucune explication, que en dessous des seuils doit être lu au-dessus de 50 000 habitants. Rien sur le fait que Ferragno a été créé à 30 000 habitants, rien sur le calcul INSEE de la population à l'individu près. Je retiendrai néanmoins la phrase prononcée par le rapporteur public lors de l'audience du 19 janvier, je cite « Il faut reconnaître que le texte peut être source de confusion ». Devant cette constatation et notre volonté de retrouver les communes de notre bassin de vie dans une même intercommunalité, nous avons décidé de faire appel de cette décision devant la Cour administrative d'appel de Nantes. Pendant ce temps, comme chaque année depuis le 1er janvier 2017, nous allons continuer à rembourser directement les emprunts et payer les charges moins les recettes du pôle santé, du centre culturel, de la petite enfance, du FJT. Monsieur Collado, vous indiquez dans la presse des études coûteuses et frais de procédure, sans jamais donner de chiffres. Rassurez-vous, ces 100 communes mesures avec les sommes versées à Ferragno chaque année, comme je viens de le dire, ou même avec les 1 358 000 € d'excédent eau et assainissement que vous vouliez donner à Ferragno. Monsieur Collado, je reviendrai sur la dernière tribune de la minorité publiée dans le bulletin municipal de janvier, dans lequel vous m'accusez de manipuler les chiffres. Depuis 3 ans, vous n'avez cessé de dire, d'écrire, de colporter que mes chiffres étaient faux, sans apporter la moindre preuve, sans donner le moindre chiffre correctif. Alors, j'ai constitué un dossier que voici.
et les justificatifs. Ce dossier a été remis à Monsieur le Préfet le 20 juillet 2022, à la Chambre régionale des comptes, aux parlementaires du département et à des instances nationales. Ce dossier a été étudié à la demande de Monsieur le Préfet par les DGS de la ville de La Ferté-Macé et de Ferrago au cours du dernier trimestre 2022. La restitution de leur travail lors d'une réunion en préfecture le 23 décembre a permis de confirmer les chiffres indiqués. J'ai rencontré le 24 janvier 2023 le président de la Chambre régionale des comptes. Celui-ci n'a fait aucune remarque sur les chiffres présentés. La neutralité budgétaire, principe de base édicté par le Code des impôts, n'a pas été respectée. Mais vous avez quand même accepté, lors des conseils municipaux du 18 mars et 16 décembre 2019, le rapport de la CLEC sans aucune négociation. Je vous rappelle quelques chiffres du dossier. Chaque année, depuis le 1er janvier 2017, la ville verse à Ferrago 234 730,24 € de provisions pour grosses réparations, 96 131,86 € de frais généraux, 131 213 € de FPIC, alors que nous avons perçu 59 374 € en 2022. Alors, Monsieur Collado, je vous pose deux questions. Reconnaissez-vous que la ville de La Ferté verse chaque année à Ferrago 237 730,24 € de provisions pour grosses réparations, en vous rappelant la réponse que m'avait faite M. Gouestoué en conseil communautaire, je cite: « Ce n'est pas ma faute si la précédente municipalité n'avait pas inscrit cette dépense dans son budget. » Reconnaissez-vous que la ville de La Ferté-Macé continue à rembourser indirectement, depuis le 1er janvier 2017, les emprunts et les charges moins recettes des pôles santé, santé culturelle et petite enfance? Je vous remercie. Nous allons passer à la séance. Oui, M. Collado, oui. Je peux vous répondre puisque vous me posez des questions. Ouais. Tout d'abord, je tiens à préciser que les chiffres que vous avez évoqués là, et ceux que vous avez pu évoquer durant votre campagne, ont bien été manipulés puisque c'est juste une forme de communication. Ces chiffres-là, ils sont dans la CLET, la commission locale d'évaluation des charges transférées. Et ça se fait bien à neutralité budgétaire. Il n'y a pas eu d'augmentation en raison de la CLET du budget de La Ferté-Macé, puisque ça correspond aux charges transférées d'un côté. De l'autre côté, la ville de La Ferté-Macé reçoit en compensation près de 912 000 €. 912 000 € d'attribution de compensation pour faire face, en effet, aux charges qu'elle a retrouvées. Donc si vous avez des collectivités ou des CDC qui procèdent de la même façon, notamment sur les compensations dérogatoires, vous me le dites. Ces clefs-là, elle a été approuvée par l'ensemble des communes. Elle a été approuvée aussi par le contrôle de l'égalité, ce qui n'est pas le cas d'une délibération que nous allons voir là tout à l'heure. Vous avez visiblement un problème avec la loi. Je vous rappelle par ailleurs que le schéma de coopération, départemental de coopération intercommunale, a été voté au département, y compris par vos petits amis qui vous ont mis ici, à La Ferté-Macé, pour des raisons uniquement politiciennes. Mais je ne vais pas aborder ça ici, on pourra se le dire entre quatre yeux. Si vous n'êtes là, c'est uniquement parce que vous avez eu des voix pour des raisons politiciennes. La CLET a été approuvée par l'ensemble des communes. Les chiffres de l'INSEE, si vous les contestez, dès lors il faut les contester aussi pour les dotations, puisque c'est sur les chiffres INSEE que l'on s'appuie pour les dotations des collectivités. D'accord? Donc c'est pas
C'est pas à nous de dire s'ils sont bons ou pas, c'est comme ça, c'est la loi. On n'y peut rien, c'est dommage, à un prêt. Quand vous vous faites prendre au radar et que vous vous faites prendre à 111 km/h, vous ne dites pas à l'agent des forces de l'ordre, monsieur l'agent, c'est juste 1 km/h. Donc que ce soit 1 ou 10 ou 100, c'est pareil. Il faut bien un seuil, monsieur. Et la loi dit en effet que c'est plus de 50 000 habitants. On n'y est pour rien. C'est comme ça. Sur les bassins de vie, vous avez été retoqué, y compris parce que vous, par vos amis qui vous avaient promis sans doute de vous accueillir, la CDC d'en être passée, alors que vous nous aviez vendu ça comme une simple formalité. C'était votre communication de campagne électorale. Vous a dit non, et toujours à une fois près. Mais sachez qu'une fois près, c'est beaucoup. Parce que derrière la majorité simple de la CDC, les communes ensuite doivent, à la majorité qualifiée des 2 tiers de la population, 2 tiers des communes représentant la moitié de la population, ou 2 tiers de la population représentant la moitié des communes, et ça c'était pas acquis non plus. Vous vous êtes engagé dans une procédure dérogatoire en disant que on va se passer de l'avis de Ferraglo. Bah, c'est dommage, parce que cette procédure dérogatoire, vous l'avez perdue. Il reste la procédure ensuite de droit commun. Et là, vous allez dire, vous allez demander à l'aglo l'accord. Vous savez, l'intérêt général d'un territoire, c'est pas uniquement l'intérêt d'une commune. L'intérêt général du territoire, c'est plus que ça. C'est l'intérêt que nous avons pour Ferraglo. Quand on a accepté de rentrer dans Ferraglo, c'est parce que notre commune y voyait un avenir bien plus grand que celui que vous nous prévoyez, avec le pays fertois et Bocage-Carouchia, où vous nous aviez dit, nous allons reconstituer le bassin de vie avec antenne passée. Pas de chance. Maintenant, vous nous proposez une autre issue. Attendons voir ce que va donner votre appel. Et puis on pourra ensuite discuter de la promesse électorale, pour pas dire électoraliste, que vous avez fait au Fertois. Parce que pour l'instant, ce ne sont que des impasses. Mais en attendant, ce sont bien les Fertois qui payent le retard que vous leur faites subir. Retard dans les investissements, perte de confiance dans les partenaires que nous avons aujourd'hui, que nous aurons pu avoir. L'aglo était bien prête à investir, bien plus qu'elle ne le fait aujourd'hui, en raison de cette perte de confiance. Imaginez demain, si vous souhaitez divorcer, monsieur, et que je suis votre conjoint, ce que je ne suis pas, et que vous venez me voir et vous dites, cher ami et cher conjoint, nous sommes ensemble aujourd'hui, mais j'ai envie de divorcer, mais tu vas me payer la voiture, le canapé et le reste de la maison. Vous imaginez bien que le conjoint va quand même se poser des questions puisque vous voulez partir. Donc attendons encore, comme vous nous promettez, la fin de votre mandat sans doute, on verra, ne pas trouver d'issue aux promesses que vous avez faites. Quand on s'engage à quelque chose en politique, on le fait. Nous l'avons fait, monsieur. On l'a fait parce que de l'autre côté, on n'avait aucune discussion, ni sur la gouvernance, ni sur la fiscalité, ni sur les compétences transférées, ni sur les allocations de compensation, alors qu'on avait un pacte budgétaire avec la Ferraglo qui était écrit avec neutralité budgétaire pour la commune, neutralité budgétaire pour Ferraglo et neutralité pour la fiscalité locale. Alors certes, il y a le versement transport, mais le versement transport il correspond à des enjeux de mobilité, et ça se construit pas en un an ou deux, c'est vrai. Donc ça va donner résultat, mais dommage parce que vous avez tout cassé. Et avant de casser une maison, on s'assure qu'on a une autre maison qui va nous accueillir réellement. Aujourd'hui, vous êtes incapable de tenir votre promesse. Donc je ne reconnaîtrai rien de ce que vous avez dit, si ce n'est qu'aujourd'hui, la Ferté-Massé reçoit près d'un quart de toutes les compensations des communes. Sur les 4 millions d'euros, pratiquement, de compensation versées aux 42 communes,
l'affaire des Massé à elle seule, et vous l'avez votée au dernier conseil municipal, au conseil d'agglomération. Vous avez voté cette allocation, cette attribution de compensation. Elle reçoit près d'un quart de ce que reçoivent toutes les 42 communes. Si vous n'étiez pas d'accord avec cette allocation de compensation, il ne fallait pas la voter, il fallait porter aussi un recours. La CLEC est là, et c'est le juge de paix aujourd'hui. Alors vous nous promettez de faire appel. Dites-nous exactement combien coûtaient les études. Dites-nous exactement combien coûtent les frais d'avocat. Et nous ferons les comptes dans quelques années pour savoir ce à quoi vous êtes passé, à côté de quoi vous êtes passé. Voilà. Et après, on vous a donné 3 ans. On n'a rien dit. On a été plutôt sages. On a voté la quasi-totalité de vos délibérations. Mais on restera extrêmement vigilant sur les actions que vous allez faire ou que vous n'allez pas faire, sur peut-être le reste de votre mandat. Si vous aviez un peu de courage politique, vous tiriez les conséquences aujourd'hui de l'impasse dans laquelle vous avez mis l'affaire des Massé. Moi, je ne promets rien que je ne peux pas te dire, monsieur. Et quand je ne peux pas te dire, eh bien, je construis autre chose. C'est pour ça que nous sommes à Ferraglou, parce que le repli sur soi que vous nous promettez, qu'on a connu pendant très longtemps, je l'ai vécu. Alors certes, vous étiez à faire votre carrière. Moi, je suis resté ici. Et je me suis engagé pour le territoire. On a parfois des échecs, on a parfois des réussites. Je considère que notre entrée dans Ferraglou, la manière dont nous l'avons négociée, les compétences qui sont portées, aujourd'hui, portent plutôt un avenir. Aujourd'hui, j'attends toujours de savoir quel avenir vous avez destiné au pays fertois et à la Ferté. Voilà. Merci. Certaines choses et corriger ce que vous venez de dire. J'ai ressorti le rapport de la CLEC. J'ai pris le centre culturel. Et il est indiqué que tous les ans, pour le centre culturel, la ville verse 36 747,89 € de provision pour grosse réparation. Cette somme n'était pas dans le budget 2016, c'est donc une dépense supplémentaire. Dépense supplémentaire qui n'est pas intégrée dans le calcul de l'attribution de compensation dérogatoire. Donc c'est bien une dépense supplémentaire pour la ville. Frais généraux, 32 522,79. Toujours. Oui, j'essaie de vous répondre quand même, n'est-ce pas? Les frais généraux, 32 522,79. Là aussi, c'est une dépense qui n'existait pas en 2016. C'est bien une dépense supplémentaire pour la ville. Donc on est bien sur un total de sur tous les équipements transférés de 300 000 €, une dépense supplémentaire pour la ville. C'est pour ça que je persiste à dire que la neutralité budgétaire n'a pas été respectée. Ce qui a été reconnu par le président de Ferraglou, puisqu'il a dit que la présidente municipalité n'avait pas inscrit ces dépenses-là dans le budget. On ne sera jamais d'accord, M. Collado. C'est ce que me répond aussi M. Gouespé. Donc voilà, moi j'ai, par rapport à tous ces chiffres-là, le dossier qui est. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais vous raconter une histoire. Silence, s'il vous plaît. Par rapport à tous ces chiffres-là, voilà, aujourd'hui, ils ont été présentés à la préfecture. Les DGS ont travaillé sur les différents chiffres. Pas de remarque de la préfecture, pas de remarque de la Chambre régionale des comptes. Et pour moi, c'est tout ce qui compte. Vous évoquez les 912 000 € d'attribution de compensation. Vous oubliez que l'attribution de compensation, c'est les recettes transférées à l'aglo, moins les charges. C'est ça, l'attribution de compensation. Les recettes perçues par Ferraglou, c'est 1,7 million. La différence fait l'attribution de compensation. Donc, quand on fait le calcul de l'attribution de compensation, il faut partir des recettes fiscales. Reprenez les dossiers, monsieur Pellet. Vous évoquez des retards d'investissement.
investissement, je veux tout bien, hein. On a pris une délibération que je dois avoir là. Une délibération le 16 décembre 2021, votée à l'unanimité, hein, où on liste les projets demandés par la ville à Flers-Aglo. Aujourd'hui, force est de constater que rien n'a bougé. C'est donc une décision de Flers-Aglo, et nous, ce qu'il est important pour nous, c'est de continuer à avancer sur les investissements que l'on peut porter au niveau de la ville, selon nos compétences, et on continuera à faire en fonction de nos compétences, en fonction aussi des positions de Flers-Aglo. Lorsqu'on demande à Flers-Aglo est-ce que Flers-Aglo intervient pour le projet de transformation de l'ancien immeuble Sport 2000 dans le cadre de sa compétence développement économique, Flers-Aglo nous répond non, c'est pas Flers-Aglo qui va porter l'opération. Voilà, et donc c'est la ville qui porte l'opération et on engage ces travaux. Tous les autres travaux qui sont engagés par la ville sont de la compétence de la ville, et on vient gérer avec les moyens financiers que l'on a les différents projets pour la ville. Voilà. En ce qui concerne la CDC, je vous rappelle que pendant la campagne électorale, j'ai le document ici, je vous ai dit, et je vous ai, lors de notre débat à Alençon, présenté le dossier qui était prêt, en vous disant que une fois l'élection faite, une fois le bureau de la communauté de communes Andenne-Passé installé, j'irai présenter le dossier de demande d'adhésion à Andenne-Passé. À aucun moment je n'ai dit que les choses étaient faites, qu'il y avait une signature dans le bas de la balle. Pendant la campagne électorale, nous sommes allés avec quelques élus, présenter le projet au bureau de la communauté de communes Andenne-Passé. Voilà, nous avons attendu que le président et le bureau soient constitués pour aller présenter notre dossier. Les choses après se sont faites, voilà, avec un vote à une voix près. Nous avons donc changé notre fusil d'épaule en allant voir la communauté de communes du Pays Cartois. Et là, on est aussi toujours sur notre bassin de vie. Si, c'est le bassin de vie. Et donc, on est peut-être tout près de Magny, peut-être. Donc, on est là sur, comme vous l'avez dit, sur une communauté de communes qui a voté à l'unanimité pour nous accueillir, sur une communauté de communes dont les 18 communes sur 19 ont voté à l'unanimité pour nous accueillir. Et donc, voilà, on continuera à travailler ensemble pour pouvoir regrouper au sein d'un même EPCI les communes de notre bassin de vie. C'est juste ça. Voilà. Merci. Il va falloir démonter 3 intercos et communautés de communes pour arriver à faire sur le papier soi-disant bassin de vie. Il faut savoir quand même que les bassins de vie ont considérablement évolué. Preuve en est, c'est que tout s'organise autour de nous. Le schéma départemental a été voté, il n'est pas parfait. Si on suit votre logique, il va falloir démonter tout le schéma, monsieur. Tout le schéma. Il va falloir démonter tout le frontage-bray. Parce que ton frontage-bray, c'est pas du tout le bassin de vie. Il va falloir démonter une partie d'Argenton Intercom. Il va falloir démonter une partie des petits intercos que vous avez dans l'aide qui ne correspondent pas du tout non plus au bassin de vie. Parce que ça s'est fait par fusion communauté de communes. Mais les bassins de vie aujourd'hui, ils intègrent des bassins de santé, ils intègrent des bassins d'emploi, ils intègrent des bassins de mobilité. On n'est plus sur des bassins de vie auxquels vous rêvez sur le papier. C'est fini, monsieur, ce temps-là. Vous nous promettez pays fertois, bocage carogien. Il est où le bassin de vie? Il n'est pas plus pertinent que celui que vous nous reprochez aujourd'hui. Il est même infiniment moins pertinent. Et surtout, il n'a pas les capacités, les leviers d'action que nous avons. On les a vus, les actions. Et là, essayez de renouer la confiance. Essayez de renouer la confiance que vous avez cassée. Et vous retrouverez en effet le portage des projets.
On n'a pas les mêmes partenaires, monsieur Collado. Voilà. Et moi j'ai rencontré des maires, un certain nombre de maires d'antennes passées avant. Et c'est pour ça que vous avez eu le vote aussi. Ils n'ont pas compris qu'on leur mette le couteau sous la gorge pour prendre en quelques semaines une décision de cette nature. Vous vous vantez d'avoir une quasi-unanimité sur l'autre, la communauté de communes Beaucarougien Pays Fertois. Nous savons comment ça fonctionne. Il suffit de faire le tour des maires, puis de leur dire quel projet ils ont. Et puis après, le reste, la politique fait le reste. Moi, je ne mange pas de ce pain-là, monsieur. Je n'ai fait pression. Tu vois bien que j'ai l'impression de répéter le discours. Moi, je n'ai fait pression sur personne. Du jour, là. Ça vient, ça vient. Moi, je n'ai fait pression sur personne. Simplement, quand on a voulu se mettre autour de la table pour évoquer la gouvernance, la fiscalité, les transferts d'équipement, les compensations, la fiscalité unique et un peu la façon dont on les a travaillés, eh bien, il n'y avait plus personne autour de la table. C'est pour ça qu'en est passé, vous a dit non, monsieur, parce qu'ils n'ont pas cette fiscalité, ils n'ont pas la même vision. C'est tout à fait autre chose. C'est dommage. C'est pas vrai. C'est juste comme ça. Ils étaient déjà en fiscalité unique. Oui, non, pas Bien sûr. Eh ben oui. Pas avant. Non, pas avec vous, oui. Mais pas avant. Si. La crainte qu'ils avaient, c'est que leur taux de fiscalité augmente en ayant l'adhésion de la Ferté-Massé. C'était ça leur crainte. Sauf que le texte permet d'avoir une fiscalité différente. Oui, mais la fiscalité, non, Bien. Je pense qu'on va arrêter là, on va recommencer notre conseil municipal. Je vais déjà faire approuver le procès verbal de la séance précédente. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Non, on n'a pas vous pouvez pas interpréter. Ah bah non, c'est pour ça qu'on n'est pas dans la première. Silence. On a arrêté une personne. Silence. Deux fois la personne de 71 ans à domicile. Il faut savoir que moi je les ai interpellés, on l'a bloqué. S'il vous plaît. Silence. Ouais, monsieur Fréon. Non, ah bon, excusez-moi. Donc le procès verbal est adopté. Merci. Question numéro 1, Madame Tanguy, projet de station frais avec la ville de Bagnoles. L'Office de tourisme et ville du Bagnoles de l'ordre du tourisme souhaite élargir son offre sportive en proposant des circuits de marche nordique, VTT gravel et trail, permettant ainsi le développement touristique de l'ensemble du territoire tout en pratiquant des activités sportives. Ces circuits emprunteront principalement les sentiers et chemins de la route domaniale des Antennes. Certains tronçons de ces parcours passant sur le territoire de la Ferté-Massé, notamment autour de la base de loisirs, il y a lieu de conclure une convention d'utilisation des chemins et routes concernées. Donc proposé au conseil municipal, c'était de conclure avec l'Office de tourisme de Bagnoles une convention d'utilisation des terrains, autoriser M. le maire à en signer le contrat et à effectuer toute démarche utile. Merci. Délibération importante de partenariat avec Bagnoles de l'Orne. Des questions? Non, je vais mettre au vote qui est contre, qui s'abstient. Merci. Question suivante. Tanguy, convention d'occupation temporaire du domaine public. Domaine public pour l'implantation d'un aquapark sur le plan d'eau. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que, dans un souci de proposer des activités innovantes sur la base de loisirs, la ville de la Ferté-Massé propose de mettre à la disposition de la société Valango une surface de 1000 m² de plan d'eau à proximité de l'aire de fitness afin d'y implanter un aquapark. Pour ce faire, une convention d'occupation temporaire du domaine public pourrait être conclue avec la dite société pour une durée de 5 ans avec une période d'essai de 1 an. Nous avons proposé d'accepter de conclure avec la société Valango une convention d'occupation temporaire du domaine public, d'autoriser M. le maire à en signer le contrat et de me charger d'effectuer toutes les démarches. Merci. Des questions? Non. Je vais mettre au vote
s'abstient? Je vous remercie. Question suivante, midi, stérilisation et identification des chats errants. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que depuis 2014, la commune met régulièrement en place des actions en partenariat avec la fondation 30 millions d'amis visant à maîtriser les populations de chats errants sur le territoire de la commune par le biais d'une campagne de stérilisation et d'identification de chats errants. Cette campagne régie par une convention permet de régler et de gérer des populations de chats libres sans propriétaire ou détenteurs vivant sur le domaine public communal tout en maîtrisant leur prolifération. Ayant à cœur de poursuivre l'indispensable action qui avait été mise en place précédemment, une nouvelle convention pourrait être conclue pour l'année 2023. Monsieur le maire précise que la municipalité et la fondation 30 millions d'amis participeront financièrement à hauteur de 50% chacune au financement des actes de stérilisation et d'identification réalisés au cours de la période de validité de la présente convention, soit de la date de signature jusqu'au 31 décembre 2023. Pour l'année 2023, la population de chats errants a stérilisé de 20 chats, soit à charge pour la commune, un montant de 900 € qui devra être versé à la fondation 30 millions d'amis avant le début de la campagne. Vous avez l'annexe des pages suivantes. Il est proposé au conseil municipal d'accepter de conclure avec la fondation 30 millions d'amis la convention de stérilisation et d'identification des chats errants pour l'année 2023, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention à intervenir, de s'engager à participer à hauteur de 50% au financement des actes de stérilisation et d'identification des chats errants sans propriétaire ou détenteur de la commune de la Ferté-Massé, de charger monsieur le maire d'effectuer toute démarche utile et nécessaire pour la conduite à bonne fin de la présente décision. Merci. Des questions? Nouvelle convention, je vais mettre au vote qui est contre, qui s'abstient, adopté, je vous remercie. Question suivante, Roland Fouché, convention d'intervention pour la valorisation des déchets verts avec l'association Cumin Normandie Compost. Monsieur le maire, rappelle aux membres du conseil municipal que par délibération, en date du 19 mars 2018, l'Assemblée délibérante décidait de conclure avec l'association Cumin Normandie Compost une convention d'intervention pour la valorisation des déchets verts. En effet, afin de valoriser les déchets verts produits par la collectivité, il était ainsi proposé au conseil municipal de contacter une prise en charge par la Cumin Normandie Compost afin que le type de déchets soit traité en compostage avant d'être répandu dans les agricultures. Suite à la hausse des décharges liées à la gestion et à la valorisation de ces déchets, l'association se voit contrainte de modifier ses tarifs, passant d'une prestation anciennement facturée 5 € le mètre cube de déchets verts livrés pour le traitement à 6 € mètre cube, pour un volume prévisionnel de 300 mètres cubes par an, soit 1800 € par an. Volume estimé par les opérateurs du service parc et jardin de la commune. Monsieur le maire ajoute que ces déchets doivent être exclusivement composés de déchets verts dépourvus d'objets indésirables de type plastique ferraille et livrés par la commune dans des lieux de dépôt mis à disposition chez les adhérents de CNC. Convenu préalablement, cette démarche s'inscrit dans une volonté réaffirmée du développement durable. Il est proposé au conseil municipal d'accepter de conclure avec l'association Cumin Normandie Compost la convention d'intervention pour la valorisation des déchets verts. Autorisé monsieur le maire ou son représentant à signer les conventions intervenir. Je vais charger monsieur le maire ou son représentant pour effectuer toutes les démarches utiles nécessaires pour la conduite de la décision. Merci. Des questions? Je pense qu'il y a une erreur dans la rédaction de la délibération où la Cumin Normandie Compost ne doit pas être une association. Donc il faut enlever le mot association. Merci. Je me vois. Qui est contre, qui s'abstient, adopté, je vous remercie.
Roland Fouché, toujours acquisition d'emprise de la parcelle AK230 située à la Perrière, auprès de SNCF Réseau. Monsieur le maire, informe les membres du conseil municipal que la commune a sollicité auprès de la SNCF Réseau d'acquisition d'emprise cadastrée AK230 d'une contenance de 890 m², située au lieu dit la Perrière ouest à la Ferté-Massé, lui appartenant, afin de pouvoir y réaliser l'étude d'un projet de lotissement. Monsieur le maire rappelle qu'au préalable, par délibération, en date du 18 novembre 2021, l'Assemblée délibérante a décidé d'acquérir auprès des consorts guinéens les parcelles de terrain voisines cadastrées AK231 et 232. Ainsi, après négociation et révision de l'évaluation des domaines, il y a lieu de préciser que l'acquisition de la parcelle AK230 pourra être consentie au prix de 7 300 € hors d'acte et de géomètre à charge de la commune. Un accord de principe a été transmis à la société de conseillers immobilière auprès de la SNCF Réseau le 20 janvier 2023. Il est proposé au conseil municipal de décider d'acquérir auprès de la SNCF Réseau de la parcelle cadastrée AK230 au prix de 7 300 € hors taxe, frais d'acte et de géomètre à charge de la commune. Chargé de monsieur le maire, en souvent présentant. J'ai effectué toutes les démarches utiles. Merci. Alors, c'est nécessaire à l'aménagement du lotissement. Des questions? Non. Je vais mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Question suivante. Olivier Breuil. Subvention exceptionnelle à l'association Les Amis des Jeux, musique et contes traditionnels. Monsieur le maire, informe le membre du conseil municipal que par courrier en date du 20 octobre 2022, l'association Les Amis des Jeux, musique et contes traditionnels sollicitait auprès de la commune une aide financière de 896 € correspondant à la prise en charge du service civique intervenant les midis et les soirs auprès des écoles Paul Souverain et Jacques Prévert. La municipalité s'étant engagée à participer aux charges liées au versement du salaire de cet agent. Le montant de l'aide financière est décomposé comme suit: 112 € par mois pendant 8 mois, soit 896 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'attribuer à l'association Les Amis des Jeux, musique et contes traditionnels une subvention exceptionnelle de 896 € au titre de l'année scolaire 2022-2023. Les crédits nécessaires à cette dépense seront inscrits au budget 2023. Il est donc proposé au conseil municipal d'attribuer à l'association des Amis des Jeux une subvention exceptionnelle de 896 € au titre de l'année scolaire 2022-2023. Merci. Des questions, des déclarations habituelles? Questions, pas de questions. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Adopté, je vous remercie. Question suivante est un récapitulatif des indemnités des élus. 2022. Cette étape doit être communiquée chaque année aux conseillers municipaux et communautaires. La Direction générale des collectivités recommande de prévoir une présentation de cette étape en séance avec mention de ce document au procès verbal et de publier au moment des débats de présentation budgétaire, car le Code général des collectivités précise que la communication de cette étape doit avoir lieu avant l'examen du budget, soit avant le 15 avril. La DGCL précise que l'état annuel n'est pas un document faisant relief, il n'est pas un acte soumis à l'approbation de transmission dans le cadre de contrôle de légalité. En conséquence, il ne donne lieu ni à un débat ni à une délibération. Normalement, il doit être tout à l'écran. Monsieur le maire propose ainsi aux membres du conseil municipal de prendre acte de la communication du tableau récapitulatif des indemnités versées par les élus au titre de l'année 2022. Merci. Question suivante. Olivier Breuil, tableau des emplois, annulation de la délibération du 13 décembre 2022. Monsieur le maire, rappelle
afin de renforcer l'accompagnement des politiques publiques tournées vers les besoins de la population, il a été proposé au Conseil municipal réuni le 13 décembre 2022 de procéder à la création d'un poste à temps complet de chargé de mission de projet expérimenté à compter du 1er janvier 2023. Au regard des dispositions de l'article 48 du comité technique des administrations et des établissements publics de l'État, un réexamen et un nouvel avis du comité technique sont nécessaires quand l'ensemble des votes des élus du personnel a été défavorable sans qu'aucun participant ne vote ou s'abstienne. Monsieur le maire rappelle qu'au regard du vote unanimement défavorable des élus du personnel lors de la réunion du comité technique du 25 novembre, les services préfectoraux ont demandé d'annuler la délibération de ce recrutement. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ce dossier et de procéder à l'annulation de la délibération du 15 décembre mentionné. Merci. Des questions? Monsieur Collado. Alors, monsieur le maire, vous avez visiblement un problème avec le droit et la loi. Pourquoi? Le 25 novembre 2022, sur votre convocation se réunit le comité technique, comité au sein duquel siègent les représentants du personnel et des élus de la collectivité. Le comité est consulté pour avis. Ce jour-là, le personnel, à l'unanimité, les représentants du personnel, à l'unanimité, votent contre cette proposition de délibération. Et à ce stade, la loi est claire. Ça a été dit dans la délibération. Le décret relatif au comité technique des collectivités territoriales est formel. Lorsqu'une question à l'ordre du jour, dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité, recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question doit faire l'objet d'un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du comité technique dans un délai qui peut être inférieur à 8 jours et supérieur à 30 jours. Or, cette obligation n'a pas été respectée. Et pour cause, le 13 décembre, sans même réunir le comité technique comme si rien ne s'était passé, vous demandez au conseil municipal de délibérer sur ce projet de délibération. En séance, le 13 décembre, je vous indique ce soir-là que, je cite, le comité technique aurait dû se réunir avant, car vous ne pouvez pas passer la délibération en l'état. Je fais une demande dans ce sens, et ma demande en conseil municipal est restée sans réponse et sans suite. C'est pourquoi, par courrier en date du 19 janvier, j'interpelle monsieur le préfet à ce sujet en indiquant non seulement l'irrégularité, mais aussi l'illégalité de cette délibération que vous avez prise. Par courrier du 9 février 2023, Madame la sous-préfète confirme, je cite, compte tenu de ces observations, la délibération numéro D22-121V du 13 décembre 2022 créant un poste de chargé de mission ou de projet est illégale. Et par conséquent, elle vous demande de la retirer. C'est pour cela que vous êtes amené ce soir à annuler cette délibération et ensuite à la reprendre. Qu'est-ce que je retiens de tout ça? Tout simplement que vous avez voulu passer en force au-dessus de la loi et de la réglementation. Vous ne pouviez pas ignorer cette disposition. Cela témoigne pour le moins d'une forme de mépris d'une part pour les représentants du personnel qui avaient voté à l'unanimité contre, mais aussi pour les instances consultatives et les élus qui siègent dans ce comité, qu'ils soient agents de la collectivité ou élus municipaux. Vous n'êtes pas au-dessus des lois. Vous avez réuni le comité il y a quelques jours et les représentants du personnel ont émis à nouveau
avis négatif sur ce projet de délibération. Nous voterons donc contre, non pas contre l'annulation, mais contre le projet de création de poste. Ça méritait des explications plus que vous n'en aviez fait dans cette présentation. Merci. Je vais vous répondre rapidement, M. Collado. Le 13 décembre, nous avions également une deuxième délibération sur la délégation de service public du réseau de chaleur. C'était exactement la même procédure. Cette question avait été présentée en comité technique. Donc il y avait bien deux délibérations proposées au conseil municipal avec sur ces deux délibérations deux avis défavorables du comité technique. Qu'est-ce qu'on a regardé? On a regardé et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas obligation de reconsulter le comité technique pour le réseau de chaleur. Mais je ne vois pas les réseaux de chaleur, monsieur. Les deux étaient en même temps. Et donc, c'est pour cela qu'on n'a pas reconvoqué le comité technique. C'est une erreur, je l'assume, et puis il est proposé d'annuler la délibération et de reprendre une délibération en bonne et due forme avec un nouvel avis du comité technique qu'on va voir tout à l'heure. Donc voilà l'explication, une erreur a été faite, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. D'autres questions? Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, adopté, je vous remercie. Question suivante, M. Breuil. Création d'un poste de chargé de mission. Donc on arrive à la suite du point précédent, avec les mêmes arguments que le dernier conseil municipal. M. le maire rappelle au membre du conseil municipal qu'une délibération de création d'un poste de chargé de mission de projet présenté au conseil technique du 25 décembre a été adoptée par le conseil municipal afin de se conformer aux formalités prévues dans les décrets suivants relatifs aux comités sociaux territoriaux, des collectivités territoriales et de leur établissement public. Il y a donc lieu de vous soumettre de nouveau cette délibération de création de poste. Ce poste pourrait être pourvu par un agent titulaire de la filière administrative à référence au grade d'attaché principal. Monsieur le maire précise que ce recrutement a fait l'objet d'une communication pour deuxième avis au comité social territorial du 10 février. Les crédits nécessaires à cette création sont inscrits au poste 200 au chapitre 12 du budget 2023. Merci. Oui, 2023. 2023, c'est noté. Si des questions? Oui, M. Frémont. Ouais, moi, je m'étais déjà prononcé le 13 décembre contre, je vais continuer à voter contre cette création d'emploi. Parce que d'une part, avec les 60 000 € que ça va coûter à la collectivité, j'aurais souhaité, je l'avais déjà dit, que ces 60 000 € là soient utilisés pour créer d'autres postes dans des secteurs, dans des services où il y a des manques. Ça, c'est une chose. Vous nous aviez dit le 13 décembre que vous attendiez le résultat du cabinet CEPIM, je crois, et que vous nous tiendrez au courant de ce résultat-là. Apparemment, les échos que j'ai par le personnel, parce que je connais un peu le personnel, apparemment, il y aurait quand même un risque psychosocial avec le personnel. Il serait souhaitable, d'après ce compte-rendu-là, qu'il y ait un audit sur le personnel. Parce que les risques, quand ils sont classés en orange, c'est juste en dessous du rouge. Et quand on passe à l'orange, le rouge derrière, ça peut être dangereux. Donc, moi, je souhaiterais que vous regardiez peut-être un peu plus en profondeur les créations d'emploi et savoir qu'un cadre plus, il va être embauché pour des années à la ville, pour des projets qu'on n'est pas sûr de financer. Les budgets vont le montrer tout doucement. Tous les projets qui ont été annoncés vont à la baisse parce que c'est pas toujours de votre faute, la conjoncture actuelle fait que. Donc on va payer quelqu'un, la collectivité va payer à quelqu'un 60 000 € l'année pour des projets qui ne vont
peut-être pas vous dire. Je pense qu'au sein des services, il y a assez de monde. Je pense que vos adjoints, tout ça, normalement, doivent avoir la compétence de vous aider à suivre ces projets-là. Si ce n'est pas le cas, bah, vous voyez peut-être ce qu'il y a autour de vous, mais moi, je trouve que la ville de La Ferté ne doit pas supporter cette création de poste-là. Donc, pour ça, je confirme que je voterai contre. Merci. D'autres questions? Je trouve dommage que vous envisagiez de remplacer le travail qui revient des agents par le travail des élus. Il me semble que les élus ne sont pas là pour prendre le travail des agents, au contraire, ils sont là pour les soutenir. Quant au projet, d'abord, ils ne vont pas forcément supposer des investissements lourds, puisqu'il s'agit énormément de projets d'ordre social. Nous avons fait une analyse des besoins sociaux, nous avons besoin de mettre en place des actions, notamment en soutien aux jeunes. Énormément de jeunes sont éloignés de l'emploi à La Ferté-Macé, ont des conditions de vie indécentes, et il est de notre devoir d'être à leur côté. Nous avons d'autres problématiques, par exemple la révision du règlement de publicité. Et puis il reste un sujet aussi sur lequel on ne vous entend pas beaucoup d'ailleurs, c'est la problématique de la forêt que nous allons devoir aborder. Parce que la forêt de Nandanne est malade, la forêt d'Andaine est en danger, comme toutes les forêts de France en cas d'incendie. Nous savons que le conseil départemental ne donne pas budget suffisant aux SDIS pour que nous soyons équipés pour lutter contre les incendies. Donc il va falloir qu'on travaille avec nos voisins pour réfléchir comment nous gérons cette forêt, la gestion de la forêt nous revenant en dehors de la gestion du bois. C'est ce qui prouve, si vous parlez de la forêt, vous la connaissez le problème de la nature que moi, mais si vous dites que le SDIS... Si vous dites que le SDIS n'a pas les moyens, donc c'est pas un fait de faire quoi. Et voulez-vous réunir avec d'autres communes pour étudier ce projet-là? À ce moment-là, cet emploi-là, on fait avec plusieurs communes, comme vous aviez fait avec le tourisme pour Bagnoles, même si ça a avorté parce qu'apparemment c'est parti, mais il y a peut-être moyen de se creuser la tête avec différentes communes qui entourent la forêt d'Andaine plutôt que les Fertois portent ce projet-là. Moi je trouve que, voilà, tout ce que vous avez dit, je conçois, le social et tout ça, mais est-ce que c'est vraiment un emploi en plus, un cadre en plus, à 60 000 €? Moi je crois qu'on n'a pas les moyens de porter ce truc-là. Voilà, c'est ma façon de voir. Je sais qu'il y a des projets dans le social, dans la nature, dans tout, je suis d'accord. Mais je pense que c'est un emploi qui est ambitieux et trop ambitieux par rapport au budget de notre ville. Voilà. Merci, M. Collado. Concernant le financement du SDIS, je rappelle à Mme Erard que le département n'est pas le seul à financer. Le département finance une grande partie en effet du SDIS, mais à côté du SDIS, à côté du département, il y a aussi des communes ou les communautés de communes. Il y a aussi l'État. Et la principale carence, ça ne vient pas du département. Ou alors il faudrait que vous transmettiez votre message au président du département. Je pense qu'il le recevra avec une certaine... Je ne sais pas comment il le recevra, mais je ne suis pas sûr qu'il le reçoive de façon agréable. L'État porte une grosse carence en la matière sur les moyens destinés aux collectivités, sur la défense contre l'incendie, notamment en raison des changements climatiques. On l'a vu cet été, enfin l'été dernier. Nombre de collectivités, y compris des départements, ont été dépassés par les incendies nombreux, y compris dans la Sarre, pas très loin de chez nous. Donc, je veux bien entendre que le département ne finance pas assez, mais il faut demander aussi, surtout à l'État, de remplir ses missions. Là, vous déformez mes propos. Je n'ai jamais dit que le département était responsable des problèmes que nous rencontrons au niveau du SDIS. Il peut se battre aussi pour obtenir quelque chose pour son territoire, comme nous le faisons. C'est ce qu'il fait. Merci. De précision, au niveau du rapport CEPIM donc, a été diffusé à tous les membres du comité technique lors de la dernière réunion. Vous évoquiez les participations des communes au financement incendie. Les intercos financent l'augmentation. Le point de départ, c'est des financements de la commune. Juste pour votre information, chaque année, la ville de La Ferté-Macé verse 126 450,88 €
à faire à l'eau dans le cadre de cette participation au SDIS. Autre sujet. Autre question? Non, je vais mettre aux voix contre. Abstention, il n'y en a pas. Approuvé, je vous remercie. Question suivante, tableau des emplois. Emploi permanent, création d'un poste d'assistant administratif comptable. Monsieur le maire informe le monde du conseil municipal qu'en raison des besoins du service financier de la collectivité, il y aurait lieu de prononcer, pour les besoins de la continuité du service, à la création d'un poste à temps complet d'assistant ou assistant administratif et comptable à compter du 1er mars 2023. Ce poste pourrait être pourvu par un agent titulaire de la filière administrative par référence au grade de rédacteur principal de première classe. Monsieur le maire précise que s'il n'avait pas de candidat stagiaire ou titulaire correspondant au profil déterminé, ce poste pourrait alors être pourvu par un agent contractuel. Dans cette hypothèse, cet agent serait alors recruté pour une durée d'1 an renouvelable. Les crédits nécessaires à cette création de poste seront inscrits au chapitre 12 du budget 2023. Merci. Des questions? Oui, monsieur Frémont. La création de ce poste-là, c'est un surcoût de travail ou c'est le fait du départ des agents qui étaient déjà en place? Parce que je voulais le savoir. C'est le remplacement d'une personne qui est partie. Ouais. Parce que la dernière fois, vous disiez que le personnel était parti pour des promotions. Et moi, je les ai rencontrés, et ces personnes-là, pas toutes, mais une bonne partie, ils m'ont certifié que ce n'était pas des promotions. C'est le fait de la mauvaise ambiance au niveau des services administratifs de la ville de La Ferté. Donc, c'est comme une preuve que le service DAH n'est pas performant à ce jour. Donc, c'est une suite logique voilà, c'est sous-doté. Après, c'est vrai que reprendre l'urbanisme sans créer d'emploi, c'est difficile aussi, parce que maintenant que vous gérez un peu plus l'urbanisme, ça fait plus de travail pour le personnel. Ça, c'est un tout. Mais je pense qu'il y a des services qui... Voilà. Et là, forcément, les gens sont surbookés, ils s'en vont, ils en ont marre. Mais c'est pas de la promotion. Il y en a qui font 90 km pour aller bosser par jour, alors qu'ils n'en faisaient que 10 pour venir ici. Moi, je pense que, voilà, bien sûr, on va voter pour, c'est normal, mais je vais voter pour, mais c'est quand même une suite de la mauvaise ambiance qu'il y a dans le personnel, que le cabinet a dénoncé aussi tout à l'heure. Merci. Juste une réponse, M. Frémont. J'ai jamais dit que c'était pour une question de promotion. J'ai dit que les agents partaient pour avoir une évolution de leur carrière. C'est pas forcément une promotion, c'est ça que je veux dire. Voilà, c'est vrai. C'est une évolution de carrière sur d'autres métiers, des personnes du service d'emploi. D'autres questions? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, adopté. Je vous remercie. Question suivante, M. Droit, débat d'orientation budgétaire. Donc, rapport d'orientation budgétaire dans un premier temps. DOB 2023 préambule, définition. Le rapport d'orientation budgétaire, est un document obligatoire imposé par la loi NOTRe de 2015. Il sert de support au débat d'orientation budgétaire et conditionne le vote du budget primitif. Son contenu est clair sur la situation financière passée de la collectivité, les marges de manœuvre possibles et leur adéquation avec les projets futurs envisagés par l'exécutif communal. Objectif, obligation imposée aux communes de plus de 3500 habitants, informer sur la situation financière de la collectivité, échanger sur les orientations budgétaires. Compte tenu du DOB, les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels, la structure de la dette. Contexte de préparation du budget primitif 2023. Économie mondiale en convalescence depuis la crise sanitaire du Covid. Retour de l'inflation depuis
mi-2022 due au conflit russo-ukrainien et à la raréfaction des matières premières. Hausse de l'inflation de 5,9% en décembre 2022 contre 2,8% en 2021. Hausse qui devra se poursuivre durant l'année 2023. Scénario envisagé, stagflation, c'est-à-dire une inflation forte et une croissance en berne. Prévision de croissance du PIB de la France pour 2023, 0,5%, remontée des taux d'emprunt amorcés en 2022 et qui va se poursuivre en 2023, revalorisation des valeurs locatives en 2023 de plus 7,1%, suppression du CVAE sur 2023-2024, enveloppe globale de la DGF progresse de plus de 320 millions d'euros. Toujours dans le contexte, dispositif visant à alléger les factures d'électricité. Il y en a 3. Premièrement, le bouclier d'électricité, c'est réservé aux petites collectivités, on n'est pas concerné, on va la faire démasser. La deuxième option, c'est l'amortisseur électricité, c'est applicable aux collectivités non éligibles au bouclier, on ne peut pas cumuler, mais on n'avait pas le droit au premier, on n'a pas le droit non plus à l'amortisseur, on va pouvoir être dans la troisième disposition, et encore c'est pas certain, sur le filet de sécurité, puisqu'il faut 2 conditions. Il faut une baisse en 2023 de l'épargne brute de plus de 15% par rapport à 2022. Il faut également un potentiel fiscal ou financier inférieur au double de la moyenne de la strate. Et à partir de ces 2 conditions-là, la dotation remboursera la différence entre la progression des dépenses d'énergie et 50% de la hausse des recettes réelles de fonctionnement. Je ne connais pas, donc si on va pouvoir rentrer dans le cadre du filet de sécurité, vous avez noté rien qu'à la lecture que c'est une usine à gaz en vérité. Mais il est possible qu'on puisse bénéficier de cette formule-là. Toujours dans le contexte, les caractéristiques budgétaires de l'année 2022, réalisées à la section de fonctionnement, 56% des dépenses réalisées du fait d'un important virement à la section d'investissement qui n'est pas réalisé, 93% pour chapitre 011, 99 pour le 12, 99 pour les recettes encaissées. En réalisant section d'investissement, 67% des dépenses d'équipement réalisées, il y a 75% avec les restes à réaliser, 62% des recettes d'équipement encaissées. Le compte administratif 2022 devrait dégager un résultat global positif de l'ordre de 4,7 millions. Le capital restant dû est de 7 millions à la fin 2022 et il sera de 6 365 millions à la fin 2023. Le risque financier n'existe plus aujourd'hui car les 2 emprunts structurés ont été renégociés en 2019 et 2020. Vous avez ensuite le tableau qui récapitule ce que je viens de vous dire. La page suivante, c'est sous forme de graphique sur un calendaire. Ensuite, vous avez le détail des recettes de fonctionnement que je viens de vous dire par poste. La page suivante, le détail des recettes de fonctionnement sous forme graphique. On passe ensuite au détail des dépenses d'investissement. Je ne vais pas vous dire tout, vous avez tout le tableau sous les yeux. La page suivante, c'est le détail des recettes d'investissement. Et le pavé d'après, c'est les principales dépenses d'investissement 2022. Donc là, on peut regarder un petit peu plus parce que c'est beaucoup plus digeste et parlant. 2022, sur la réalisation 2022, on a donc un déficit d'investissement qui est reporté de l'ordre de 1 million, des travaux d'entreprise de l'ordre de 700 000 euros, les remboursements d'emprunts de presque 500 000 euros et des opérations patrimoniales de 7 millions. Nous avons ensuite un tableau qu'on connaît bien puisqu'on le voit chaque année sur la dette financière de la commune. Les cours n'évoluent pas, on arrive simplement à la période où il y a un petit rebond, enfin un rebond sérieux de ce qu'on doit rembourser en termes d'échéance.
C'est lié à la restructuration des emprunts qui ont été faites il y a quelques années. Donc on va être sur 2 années où les échéances sont un petit peu plus importantes. Cependant, le capital dû, la courbe qui est juste en dessous, vous voyez qu'il diminue régulièrement et de façon constante, quasiment en ligne droite. Ensuite, le tableau, c'est la dette transférée à fleur à l'eau, donc il n'y a rien de nouveau par rapport à l'année précédente. On voit aussi que le capital restant dû diminue de façon constante. Le tableau suivant, c'est les crédits détaillés en termes d'échéance et de reste de capital. Ce qu'on peut dire sur la dette financière de la commune, c'est que le stock d'emprunts est formé de 7 emprunts actifs. Aucun nouvel emprunt n'a été souscrit en 2021 et 2022. 3 emprunts représentent 86% du stock. Il s'agit de 2 emprunts initiaux et d'un emprunt du Crédit Agricole. Les taux du service de la dette sont fixes. Le taux moyen des emprunts est de 2,13%. Leur taux pondéré se situe à 9 à 2,95%. La stratégie financière de la commune, maintien du niveau des taux d'impôt locaux, notamment celui de la taxe foncière, maintien du produit fiscal, augmentation des tarifs communaux de 3% à partir du 1er janvier 2023, maintenir la dynamique des produits des services au niveau de 2022, maîtriser la charge à caractère général malgré l'inflation en s'appuyant sur les appels à la concurrence et sur une recherche d'efficacité organisationnelle. Orientation du budget prévisible 2023, les charges de fonctionnement, la consigne pour la préparation de 2023 fixait à 3% l'évolution des dépenses par rapport au budget 2022. Au regard de la pression inflationniste constatée, 5,9% en décembre 2022, il s'agira d'un budget contraint. Les comptes liés à l'énergie seront quant à eux augmentés de 15%. Les charges du personnel, le chapitre 12, la croissance des dépenses afférentes est due aux décisions gouvernementales, revalorisation du point d'indice de la fonction publique de 3,5% au 1er juillet, revalorisation spécifique des carrières et des rémunérations des agents de catégorie C avec alignement du traitement minimum sur le SMIC, hausse des traitements au début de carrière des agents de la catégorie B. Les effets, en plus des effets financiers en année entière des agents qu'on a recrutés en 2021. Résumé sur le réalisé, toujours sur le compte numéro 012, réalisé 2012 par rapport aux chartes personnelles. Pour rappel, le budget 2012 avait été fixé à 4 050 000 euros. Les charges de personnel réalisées en 2012 ont été de 2022 ont été de 4 300 000 euros. Le taux de réalisation au chapitre 2022 est donc de 99%. En comparaison 2022-2021, le différentiel était de 416 000 euros, soit une croissance de 6,4%. L'évolution qui s'explique par des décisions gouvernementales, ce qu'on vient de dire tout à l'heure, et le recrutement de nouveaux agents. Le budget 2023, toujours pour les charges de personnel, était établi en 2023 à 4 330 000 euros, soit une hausse de 6,9% par rapport à celui de 2022. Évolution due aux effets en année entière, des décisions de l'État, hausse du point d'indice et modification des grilles indiciaires, des catégories C et B plus hausse du SMIC, du recrutement d'agents, communication et informatique, du régime indemnitaire et le CDA, des contrats aidés en contrat à durée déterminée qui nous sont imposés par l'État et du recrutement au niveau du musée de Chouet et du chargé de mission qu'on a déjà évoqué. Orientation budgétaire cognitive 2023 qui prend l'investissement pour la ville.
laisse découvrir les lignes, mais c'est des lignes qu'on connaît déjà. Rénovation d'église, groupe scolaire, chagrin vert, marché couvert, maison bobo, bâtiment, quand il a marre, là, il n'y aura rien puisqu'on n'a pas organisé. Les travaux d'entreprise, les travaux de voirie, les autres travaux de régie, l'informatique, copieur et téléphone, c'est un gros investissement pour cette année, le matériel et des études diverses. Pour un total, donc, il va faire 4 296 882 € de dépenses. Merci. Des interventions, des questions? Oui, monsieur Clément. Monsieur Collado. C'était juste la correction d'une coquille sans doute matérielle. Page 44. Pour obtenir le filet de sécurité, la condition de baisse de l'épargne brute, selon la directive, c'est pas 15%, c'est 25% de mémoire. Sur le bouclier? Sur le filet de sécurité, c'est 25% de baisse de l'épargne brute, et non pas 15%. Enfin, peu importe, ça, mais ça joue pas un jour, et c'est juste pour que ça soit corrigé. On le vérifiera. Jean-Luc le vérifie. D'autres, monsieur Clément? Oui, moi je ne vais pas revenir sur le DOD, parce que effectivement, bon, tout ce qui est rentré, effectivement, là, ce sont des généralités et puis des applications par rapport aux projets qui sont en place. Ce qui m'intéresse, c'est de revenir sur la commission finance qui a eu lieu il y a 8 jours, et sur la prospective budgétaire que j'avais demandé à plusieurs reprises et qui n'a pas été faite, même si elle a été faite à un moment donné où les chiffres, où les tendances étaient plus avantageuses qu'aujourd'hui. Je m'explique, c'est que dans certains domaines, effectivement, on était parti sur une inflation à 3,5%, alors que là, on va avoir une inflation pour 2023, par rapport aux prévisions, à ce jour en tout cas, qui est de 6%. En ce qui concerne effectivement les charges personnelles, donc je rejoins le fait qu'il y ait une augmentation de 7%, mais dans les 7%, on peut y inclure pour 1,5% la création du poste qui a été débattue tout à l'heure par rapport au poste de chargé de mission, pour rétablir un petit peu l'équilibre des dépenses. Voilà un petit peu des éléments. Cette étude, cette prospective qui a été faite, montre effectivement, au travers des projets qui ont été déterminés dans le PPI, c'est-à-dire dans le plan pluriannuel d'investissement, que les opérations peuvent se réaliser ou pouvaient se réaliser avant qu'il y ait des modifications que je viens d'évoquer, et qu'on ne ferait appel au crédit qu'en 2025 et 2026. Compte tenu des difficultés plus importantes, effectivement, mais ça c'est pas votre chef, c'est des décisions ou c'est des choses qui interviennent de façon subie, mais je pense qu'effectivement 2024 devrait être le début, effectivement, si vous souhaitez conserver les projets qui sont décrits dans le PPI, qui devraient effectivement donc en 2024 obliger à augmenter les crédits effectivement à mettre en place, ou alors à supprimer certains projets. Donc voilà ce que je peux dire simplement. Je ne vais pas rentrer dans le détail des opérations parce que ça serait rébarbatif et je pense que tout le monde n'a pas forcément envie d'entendre les chiffres. Mais voilà un petit peu ce que je pouvais dire par rapport à ça. Merci. Juste une réponse à la prospective, comme son nom l'indique, c'est à un moment T d'essayer d'avoir une projection sur les années à venir en prenant des hypothèses sur les évolutions, des hypothèses aussi sur les opérations d'investissement en projet, avec des hypothèses aussi sur le montant des subventions. Forcément, on prend chaque opération et on regarde le niveau de subvention qu'on peut avoir pour chaque opération pour pouvoir lancer l'opération. Voilà. D'autres questions? Voilà. Je voulais, Olivier est passé très vite sur la dette. Juste indiquer que le décalage de remboursement du capital des emprunts renégociés a un impact cette année, puisque c'est le début du remboursement du capital, où l'échéance passe en 2022 de 648 000 à 823 000 cette année, soit une augmentation de 176 000 €. Voilà, donc il faut absorber, et que si le capital avait été remboursé dès 2018, ce palier n'aurait pas eu lieu, puis on aurait eu une progression linéaire. C'est clair, mais
on ne peut pas voir une chose et son contraire. C'est-à-dire que quand il y a eu effectivement le différé d'amortissement, c'est-à-dire qu'on n'a pas remboursé le prêt ou les prêts en capital dans les années précédentes, ce qui veut dire que ce sont des sommes qui ont été libérées pour utiliser dans le cadre d'investissement ces sommes-là. Parce que vous savez comme moi effectivement que lorsqu'on est dans le budget d'investissement, la première chose tout à fait impayée, c'est le remboursement en capital. Le fait d'avoir 200 et quelques mille euros en moins, c'est 200 et quelques mille euros en plus pour l'investissement. Donc quelque part, ça se compense. Voilà, je fais juste remarquer que sur 2023, on a une échéance qui augmente de 176 000 euros. C'est tout. Je précise effectivement le fait qu'il faut voir les choses globalement pour ne pas avoir qu'une lecture sur une année ou 2 années. Mais il faut bien prendre en compte effectivement les années précédentes et donc le gain qui a été obtenu, indépendamment également du taux d'intérêt, parce qu'on est passé d'un taux d'intérêt à 4,87 à un taux à 2,23. Ce qui n'est pas négligeable parce que sur une première année, par exemple, les remboursements sont, en termes d'intérêt, sont inférieurs de 60 et quelques mille euros. Après, bien sûr, progressivement, ça descend. Mais voilà un peu les éléments qu'il faut prendre en compte globalement pour avoir une lecture beaucoup plus juste. Ok, d'autres interventions? Non, il n'y a pas de vote sur le débat d'orientation budgétaire. Question suivante, M. Breuil. Ouverture de crédit. Ouverture de crédit pour 2023 sur le budget vide. Lorsque le budget préélectif n'a pas été voté, le maire peut engager, liquider et mandater des dépenses dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d'investissement du budget de l'exercice précédent. Dépenses totales, déductions faites de celles imputées au chapitre 16 et 18, sous réserve d'y avoir été préalablement autorisé par le conseil municipal, qui devra également préciser le montant de l'affectation des crédits ainsi utilisés. C'est ce qu'on vous propose tout de suite sur le chapitre 300, autres travaux d'entreprise. Il s'agit des travaux sur le bar de la plage à cause d'un rideau métallique pour un montant de 20 000 euros. Merci. Précision. Oui, non, c'est pas une précision, ça je reviens par là-dessus de toute façon. Simplement par rapport au plan d'eau, il y a un autre établissement effectivement pour lequel il y a des travaux, je veux parler des 3 villes. Où en est-on aujourd'hui du recrutement de la personne qui doit effectivement exploiter cette structure? Alors, on a mis fin aux négociations avec la personne qui était candidate. Voilà, on a retenu la date, mais on va dire qu'on ne continue pas notre coopération compte tenu des éléments et des informations que l'on avait pu avoir. Donc on a retravaillé un petit peu le cahier des charges et on va relancer une consultation pour essayer de trouver un bon candidat. Voilà, concernant le bar de la plage, je pense que vous remarquez tous que les futurs preneurs sont en chantier et refont tout l'intérieur du bar de la plage. Voilà. Donc les crédits sont nécessaires pour être prêts pour l'ouverture des possibles. Merci. C'est prévu au 1er avril, je suppose? Oui, même avant s'ils sont prêts. À voir, effectivement, mais sinon c'est vrai qu'ils s'activent beaucoup, ça c'est clair. Très bien. Merci. Ah, il faut voter, oui. Merci. Des votes contre, abstention, adopté, je vous remercie. Il n'y a pas de questions diverses. La séance est levée.